Bienvenue à tous. Un Bibliothèque Médicis consacré aux beaux livres. C'est devenu une tradition pour nous, une tradition de fin d'année, une heureuse tradition pour les éditeurs courageux qui publient des livres que vous allez voir et qui sont exceptionnels, et puis pour nous, lecteurs. Ces livres sont magnifiques, vous en verrez quelques-uns. Ils montrent, ils révèlent, ils expriment, ils élèvent, ils ont tous le goût de la vie, du plaisir, qui est souvent un combat contre soi-même, vous l'entendrez, et aussi le sens de l'esthétique. Et cette année, étrange coïncidence, il nous a semblé à Monique Cantos-Perber et à moi, qu'au cœur des beaux livres figurait le corps et l'intelligence du corps. Et vous êtes là, les uns et les autres, les unes et les autres, pour en témoigner. Je vous en remercie. Jean-Pierre Guélaud, on va commencer avec vous. Vous publiez chez Flammarion Voleurs de feu, moment de grâce dans la littérature française. C'est plus de 80 textes. Qu'est-ce que vous appelez des moments de grâce? Ce sont des fulgurations avec les trois autres membres du groupe de travail, Pascal Marchetti, Maurice Edberd et Hubert Thébault. Nous avons choisi cette signature génétique et générique des textes, les moments de fulguration. Quand un créateur, qu'il soit, je ne sais pas, homme politique, poète, écrivain, peintre, exerce son art, il arrive qu'il traverse des moments de grâce, soit parce qu'il touche les cimes, et dans ce cas-là c'est un voleur de feu, Rimbaud, soit parce qu'il touche le fond de la piscine. Et dans ce cas-là, il devient un voleur de cendres. Alors ces fulgurations, ces moments de grâce, ils sont d'ordre divers. Ils peuvent être d'ordre mystique, religieux, artistique, littéraire, mais toujours... Mais c'est l'instant de la création littéraire, avec l'effort, à la fois l'inspiration peut-être, mais en même temps le labeur difficile, l'écriture, l'effort physique. Et puis parfois ça vient très loin. On peut prendre un exemple. En 1935, j'étais le filleul d'André Frossard. André Frossard a rendez-vous avec une belle blonde, rue d'Ulm, tout près de l'école normale supérieure. C'est pas les secrets de famille. Hein. Non, c'est pas un secret de famille. La blonde ne viendra jamais. Elle lui pose un lapin. Et il finit par rentrer dans une petite chapelle qui est de l'autre côté de la rue parce que il a raté son bac. La seule chose qu'on puisse faire à l'époque sans bac, c'est les beaux-arts. Il a un bon coup de crayon. Et là, il espère voir quelques œuvres d'art. Et c'est pas l'art qu'il va rencontrer ce jour-là. La foi va lui tomber sur les épaules alors que tout l'en éloigne. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a cherché à fuir tout ça, à rentrer à la trappe dans les jours qui ont suivi. Et il va être chassé de la trappe quelques semaines plus tard. Le père supérieur lui dit « Toi, mon garçon, tu te moques de nous. Tu as reçu une mission, ta mission, c'est de témoigner. Donc dehors. » Donc il va écrire. On est en 35. Et Frossard ne va transcrire dans Dieu existe, je l'ai rencontré, cet instant qu'en 1968. Rendez-vous compte, plusieurs décennies. Donc c'est dire si ces textes ont quelque chose d'incarné. Cette vibration de l'âme, pour qu'elle débouche sur le manuscrit, sur ce que certains appellent le sismographe de l'âme, il faut parfois plusieurs décennies. Et ce que nous avons voulu piéger, ce sont ces instants de grâce. Et sur quels critères vous choisissez vos textes? Critères de vibration, de force, prenons Jean Jaurès par exemple. Jean Jaurès, 19 ans avant son assassinat, a tout à coup la prescience de ce qui va lui arriver. Et il fait un discours devant l'Assemblée nationale, 19 ans avant d'être assassiné en 1914. Les deux premières lignes de son discours, un jour viendra peut-être, où nous serons abattus, précisément, par un de ceux que nous voulons affranchir. Et puis on peut signaler simplement la conclusion, qui montre à quel point on est là dans la vibration de l'âme. Qu'importe après tout, l'essentiel n'est pas qu'à travers les innombrables accidents de la vie et les agitations de l'histoire, nous soyons épargnés par la faveur des hommes ou par la grâce des choses. L'essentiel est que nous agissions selon notre idéal, que nous donnions notre force d'un jour à ce que nous croyons la justice et que nous fassions œuvre d'homme en attendant d'être couchés à jamais dans le silence et dans la nuit. Voilà. D'être couchés à jamais, c'est voilà un moment de grâce. Oui. Et quand ils sont quelquefois devant leur machine, devant leur papier, quand ils écrivent avec leur stylo, autrefois quand ils écrivaient avec leur stylo, la fulguration vient là où elle a été longtemps préparée et mûrie avant d'arriver devant le papier. Il y a les deux cas de figure. Il y a des manuscrits de notaires qui sont des manuscrits recopiés, et puis il y a les moments de l'instant. Il y a une lettre fabuleuse de Zola à Paul Cézanne. Zola est tout jeune. Il est vécu comme l'immigré italien. On le méprise dans les milieux littéraires. Il est emballeur chez Hachette. Il gagne rien. Et un jour, il s'indigne, et il a son ami Paul Cézanne, et il lui confie son indignation. Il y a deux grandes colères chez Zola. Une à 20 ans, quand il écrit cette lettre à Cézanne, et puis une plutôt à la fin de sa carrière, avec le fameux J'accuse, ce qui d'ailleurs, très certainement, lui coûtera la vie. Et vous On a l'impression d'ailleurs que ce n'est pas des expressions. Si vous voulez, vous intitulez « Aimer, vivre les différentes parties »,
mais ce n'est pas écrire ce qu'on aime ou écrire comment on vit, c'est accéder à la vie ou accéder à la mort par l'écriture. On a l'impression que ces traces graphiques que vous montrez, c'est-à-dire les manuscrits écrits de la main même de l'auteur, permettent d'accéder à un sens de la vie. Le texte de Romain Gary est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les promesses de l'eau, parce qu'on voit ce cheminement de la main vers le sens. Il faut bien montrer à la fois la page manuscrite et le texte ensuite publié. Et on voit certains qui écrivent sans rature, d'autres avec des ratures. Alors Romain Gary, mais je préférais citer par exemple Alain Fournier. Le 1er juin 1905, Alain Fournier rencontre une jeune femme tout près d'ici, sur le cours La Reine. Elle sort d'une exposition de peinture. C'est Yvonne de Quièvrecourt qui deviendra dans le Grand Moule Yvonne de Galais. Fournier va porter pendant des années ce livre, mais alimenté au départ par des paperoles qu'il va écrire quelques quarts d'heure après sa rencontre. Il suit cette jeune fille qui habite boulevard Saint-Germain. Il y a déjà des bateaux-bus à l'époque, on n'a rien inventé, il y a des bateaux-mouches. Et derrière, elle est assise devant avec une vieille dame, et derrière, tout à l'arrière du bateau-mouche, il écrit sur une paperole « Ma destinée, ma destinée ». Et le bateau faisait un grand bruit calme de machine et d'eau. Et ces mots-là, on va les retrouver quelques années plus tard pour copie conforme dans le manuscrit du Grand Moule. Flaubert a sa confidente Louise et amante, sans doute. Quand mon roman sera fini, dans un an, je t'apporterai mon manuscrit complet par curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j'arrive à faire une phrase. Bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, en montrant les deux aspects. Tout à fait. Tous ces textes ont un point commun. L'écriture est une sorte d'impérate. Enfin, c'est un impératif. Et il y a quelque chose derrière les manuscrits. Faites une tentative avec tous ces textes. Lisez-les à voix haute. Vous verrez à quel point cette vibration est présente. Les mots croustillent et on est au cœur de la vibration de l'âme de chaque écrivain. Dans l'extrait de l'éducation sentimentale, justement, du même Flaubert, c'est montré avec une force extraordinaire. Je n'ai jamais vu de manuscrit aussi raturé que ces quelques lignes de l'éducation sentimentale. Oui, c'était certainement pas un manuscrit unique, car on sait très bien que Flaubert pouvait réécrire 100 fois un manuscrit. C'est quelque chose d'incroyable. Baudelaire, si tu travaillais tous les jours, la vie te serait plus supportable. Travaille 6 jours sans relâche pour trouver des sujets, sois toujours poète, même en être respectable, le prêtre, le guerrier et le poète, savoir tuer et créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. Monsieur Van der Velde, Jean-Noël, c'est l'histoire de l'art du nu en Occident. En Occident. Exactement. Avec un choix donc ce qui m'a intéressé, c'est que le nu intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Quand on peut le voir, qu'il attise le désir, ou la haine, ou la pudibonderie, ou la joie. Et pourquoi attire-t-il le monde ? Parce qu'il nous concerne tous. Parce que dans le nu, il y a tout. Il y a le corps, il y a la beauté, il y a ce qu'il exprime, toutes les grandes questions existentielles, la mort, la maladie, la civilisation, l'histoire. Par exemple, vous pensez à quel nu ? L'Olympiade Manet, qui fait scandale, parce qu'elle, c'est pas la première, mais elle fixe le lecteur. Le nu n'a pas été toujours représenté de la même façon à travers les époques. Non, ce n'est pas une valeur universelle ni éternelle, puisque l'histoire le montre que dans d'autres pays, dans d'autres continents, ça a une valeur tout à fait haute, mais ça, enfin, c'est pas traité dans le livre. Mais ce que j'ai voulu essayer de faire pour que le lecteur soit capable de lire toute histoire que raconte un tableau, ou de comprendre et d'entendre la pensée silencieuse, non verbale, je veux dire, qui s'y trouve, c'est de différentes manières. D'abord, par des titres que je dirais anti-paresse. Ne me respectez pas, aimez-moi. Creuser une profondeur au marbre, une impudeur à faire rougir un sage. Mais ces nus, ils ont des poils. C'est à propos d'un tableau de Modigliani. Oui, c'est un peu, le titre est un peu comme le vêtement du texte. C'est-à-dire, il peut être affriolant, il peut être joyeux, il peut être macabre, il peut être érémitique, il peut être somptueux. Il vient me chercher. Il vient me chercher. Donc le lecteur est déjà attiré par ça.
et ensuite par un phénomène de citation, c'est-à-dire que je cite les artistes eux-mêmes, ou je cite des artistes qui ont pratiqué la critique d'art, Diderot, Delacroix, enfin il y en a une multitude, Goethe, Apollinaire, Valéry, et le plus insigne de tous, Baudelaire, et ensuite en citant, et ça met aussi le lecteur actif dans le siècle, dans l'environnement social du siècle, les journaux de certains écrivains, comme le journal des Goncourt, mais là, sans leur manuscrit, comme l'aurait fait Jean-Pierre Guénaud. Quel est le premier nu connu? Vous le savez, vous, Jacqueline de Mornex? Le premier nu en peinture? Connu. Connu? Moi non plus, je ne connais pas. La première figuration de nu est une dite Vénus paléolithique, dite de Willendorf, et qui date du paléolithique supérieur, c'est-à-dire moins 20 000, 25 000. Elle a été beaucoup utilisée, Vénus, terrestre, céleste, sous toutes les formes. Oui. Elle a permis de lutter contre toutes les hypocrisies, ou elle a été l'illustration d'hypocrisie, quelquefois selon le temps, mais elle est partout, Vénus. Elle est partout, oui, elle part de cette différenciation que vous avez faite, la Vénus céleste et la Vénus naturelle, dite naturelle, qu'on trouve, je crois que c'est dans le banquet de Platon, qu'on trouve ces deux Vénus, et qui se libèrent petit à petit de tout alibi biblique, mythologique, et petit à petit on arrive au premier nu dépouillé de tous ces alibis, qui est les premiers nus de boucher. Et on passe par toutes sortes d'alibis. D'abord, le sein, que l'on voit d'une manière religieuse ou à travers la maternité, ou alors, il y a d'autres exemples, l'alibi du bain aussi. Mais pourquoi appeler ça alibi? Parce que le nu, l'histoire du nu, c'est l'histoire de l'érotisme aussi. C'est-à-dire le nu affirmé, exalté dans l'Antiquité, torturé, du moins dans la tradition occidentale, représenté comme blessé, puni, châtié dans une grande partie de la peinture médiévale, avec les scènes du jugement dernier, des souffrances infligées aux damnés. Et puis ensuite le nu de la Renaissance, où se réaffirme la puissance et la beauté humaine. Et ensuite le nu de plus en plus érotisé de la peinture jusqu'à aujourd'hui. Il y a Rodin, Courbet, qui font entrer, j'ose pas dire la sexualité, mais le sexe. Mais il y a l'entrée dans le réalisme, effectivement, à partir de Courbet. Ouais. Il a fallu quand même attendre 1866 avant de voir une partie génitale féminine de cette façon. Et vous parliez de Rodin, effectivement, il y a des dessins de Rodin qui sont tout aussi explicites, si je puis dire, que celui de Courbet. Oui, qu'à l'époque on était mal accepté. Mais quand vous dites, il faut attendre 1866 pour voir Courbet. On ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Il a été fait, mais on le cache. Jusqu'à Lacan, qui le cache derrière un tableau, puis maintenant qui est exposé au musée d'Orsay avec j'allais dire un succès, mais un véritable triomphe avec d'autres tableaux inédits. Et qui est vu autant que la Joconde. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette date correspond à l'arrivée de la photographie. C'est-à-dire que le moment où on ne peut plus dévoiler, où la pudibonderie va changer totalement, et que le regard va changer, c'est à partir du moment où on va enregistrer de la manière la plus imitative, la plus précise possible les corps. Et Courbet et tous les grands peintres de cette époque vont se documenter, vont cesser de faire poser les modèles, ou en tout cas vont suppléer des fois au coût que représente le modèle naturel, pour engranger des documents photographiques qu'on va retrouver dans tous les ateliers, même chez Ingres. Ah oui, pour les aider dans ce qu'ils vont faire, peindre ou sculpter. Absolument. Oui, d'ailleurs, le collectionneur turc qui possédait, qui a été le premier propriétaire de l'origine du monde, de Courbet, possédait également le bain turc d'Ingres, qui est une profusion de corps féminins nus. De manière, je ne sais pas s'il y a encore des tabous à briser dans l'art du nu, mais il y a une forme de contestation qui se développe en ce moment, surtout dans les pays scandinaves et anglo-saxons. On voit beaucoup de photographies et d'images même dans les télévisions. C'est le nu intégral, massif, pour protester contre telle ou telle mesure. Ça vous a pas frappé? Ces derniers temps, je ne sais pas si ça prendra, mais régulièrement, on voit épisodiquement, on voit, Jacqueline? Oui, souvent, c'est une façon de protester en groupe, la plupart du temps, et les Anglais faisaient ça, vous vous souvenez, ils couraient nus, enfin bon, les strict, oui, aussi. Non, mais maintenant, c'est vraiment, voilà, maintenant, c'est ils le font en groupe, à plusieurs.
On n'a jamais vu un boxeur se dénuder pour protester contre le résultat d'un match, non, d'un combat. Non. Pas les femmes, les boxeurs. J'ai pas dit les boxeuses. Ça inciterait peut-être les femmes à venir plus au combat, je sais pas. Mais ce ne sont pas tellement les corps nus ensemble qui sont troublants, c'est des corps nus au milieu de personnes habillées. D'où le trouble extrême que suscitent des tableaux comme le concert champêtre ou le déjeuner sur l'herbe. En effet, les messieurs habillés entourant une femme nue, c'est une toute autre impression que celle laissée par des corps nus, tout simplement. Alors, Michel Poivert, vous publiez chez Masno et Citadel, qui a l'habitude de publier des livres exceptionnels et d'immense qualité, l'art de la photographie des origines à nos jours, avec André Guntert et, si j'ai bien vu, une dizaine d'autres auteurs. On voit la qualité de l'iconographie, des textes, etc. Et vous racontez l'histoire de la photo depuis ses origines, c'est-à-dire des origines récentes, il y a à peine 200 ans. À peine, oui, puisque on s'est accordé pour démarrer chronologiquement l'année 1839, qui n'est pas reconnue, je dirais, officiellement comme la naissance, j'allais dire, de l'expérimentation photographique qui remonte à une dizaine d'années au préalable avec Niepce, mais on a voulu que ce soit le début de la reconnaissance sociale et politique de la photographie, puisqu'en 1839, l'invention de daguerre, dite daguerréotype, qui est un mode d'enregistrement sur plaque argentée d'une finesse inégalée encore aujourd'hui, est acheté par l'État, voté par le Parlement et offert au monde. Donc il y a une mission civilisatrice qui part de la France, et on en parle dès le début dans sa relation avec l'art et la culture. Et est-ce qu'on prend tout de suite conscience de la révolution que cela va entraîner ? Oui. Des révolutions successives que ça va entraîner. Très clairement, parce que non seulement parce qu'il y a un engouement du public, mais celui-là n'est pas encore à même techniquement de réaliser les images, mais il y a un bouleversement qui va toucher tout le monde de l'information, tout le monde du témoignage historique dont on parlait, et puis en même temps le monde de l'intime. Oui. C'est-à-dire qu'on va très vite se photographier soi-même. Oui, ce qu'on fait de plus en plus maintenant avec la photo numérique, on en parlera. L'art de la photographie, 600 pages, énormément de photos. Pour moi, c'est un événement, parce que c'est en même temps une histoire critique de la photo. Oui. Disons que depuis un peu plus de 10 ans, on n'avait pas publié en France et même en Europe une histoire scientifique de la photographie. Mais pourquoi scientifique ? En quoi nous avons besoin de faire entrer la science comme jugement de la photo ? Parce que la photographie participe au fond de notre culture. Et c'est vrai qu'on peut la raconter sur des modes extraordinairement différents. Une histoire iconographique, plaisante, charmante, anecdotique aussi. Mais l'art et la photographie ont tellement partie liée d'une manière tellement évidente pour tous qu'aujourd'hui, ce sont effectivement des historiens de l'art, des historiens de la culture qui ont pris en charge ce domaine avec leur spécialité et leur spécificité. Mais c'est vrai que c'est une histoire critique aussi de la photographie. Et la photo devient presque un acteur elle-même. Totalement. C'est pas un livre sur l'histoire des photographes, c'est vraiment les usages de la photographie. Et on se rend compte, pour nous c'est le plus parlant, à quel point la photographie est arrivée dans le domaine de l'information et a tout bouleversé. D'abord la photographie on ne peut pas l'imprimer, donc on va la graver. On va photographier, on va faire intervenir la gravure et on va la diffuser dans la presse. Et puis très vite, à la fin du 19e siècle, les procédés de la simili-gravure permettent d'imprimer des photographies. Et là, naissent une génération de photographes absolument étonnants. Et je veux citer un nom parce que c'est peut-être le plus incroyable, parce qu'on est en train de le découvrir. Il y aura une rétrospective au musée d'Orsay à la rentrée, au mois de janvier. C'est Léon Guimpel. Voilà quelqu'un qui vient du milieu amateur, qui est très doué techniquement, qui va être un des premiers à faire de la couleur, un des premiers à faire de l'instantané, qui travaille pour le journal L'Illustration, et pour se démarquer des autres, il a l'idée de partir en avion, de monter sur la Tour Eiffel, de monter sur l'Arc de Triomphe, et il va provoquer ce qu'on appelle des vues basculées, des points de vue surplombants, des points de vue plongeants, et en 1910, on a, pour tout le monde, des vues qui sont l'équivalent des expérimentations des avant-gardes. Mais pourquoi on le découvre maintenant, j'ai envie de dire si tard? Qu'est-ce qui explique l'essor d'une photo à un moment donné? C'est compliqué, parce que ce fonds-là, le fonds Léon Guimpel, est conservé par la Société française de photographie depuis longtemps, mais et ça c'est une vraie explication, ce sont des plaques de verre. Et il ne faut pas oublier que pendant tout le tournant du siècle, toute la photographie moderne est sur plaques de verre. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on veut des épreuves sur papier, des expositions, des diffusions sur livre. Et rendre justice à ce qui a été la grande pratique de la photographie au tournant du siècle, à l'époque moderne, la plaque de verre, il fallait regarder
c'est fragile, c'est compliqué. Il fallait faire des tirages, des contre-types. Et l'exposition au musée d'Orsay sera une exposition d'originaux, c'est-à-dire de plaques de verre. Et je repense au manuscrit tout à l'heure, on va voir le travail de la prise de vue en elle-même. Comment vous avez travaillé, Sandrine, avec Muriel Franceschetti pour les éditions La Martinière, ce corps et âme, la passion du sport au féminin, techniquement? Techniquement, l'idée était de travailler en entrant toutes les deux dans l'univers de chacune de ces femmes. Donc on a essayé de se faire oublier le plus possible et de demander à chacune de ces sportives de nous dévoiler quel était l'univers qui symbolisait le mieux pour elles le lien qu'elles avaient tissé depuis des années avec leur discipline sportive. Donc certaines nous ont fait entrer, comme c'était le cas d'Aya, dans leur univers d'entraînement, d'autres nous ont accueillis pendant des compétitions, d'autres ont préféré nous accueillir de façon plus intime chez elles. Et le but était vraiment de leur tendre un miroir, de se faire le plus discrète possible et qu'elles expriment en parole, bien évidemment, mais aussi en images, toute l'émotion, toutes les sensations que le sport leur procure depuis des années. On va vous le confirmer tout à l'heure, c'est tout à fait réussi. Hein. Ce que je voulais dire à Michel Poivert, c'est aussi cette impression, on va entendre Monique, que la photo dépend naturellement de l'économie et de l'état d'une société, et en même temps, elle l'influence. Oui, elle l'influence parce que, d'abord, elle atteste de phénomènes que parfois très peu de témoins ont vus, et donc elle diffuse, elle rend visible, alors soit des phénomènes naturels, des explorations, soit des exploits techniques, la traversée de la Manche, soit des personnalités qui vivent cachées. Et donc il y a, je dirais, dans la fonction sociale de la photographie, cet effet de vitrine, on dit aujourd'hui de communication, mais j'allais dire très très tôt, dès le 19e siècle, les images sont là d'une manière massive. Il n'y a pas ou très peu de photocouleurs. L'essentiel, c'était le noir et blanc. Disons que là, dans le livre, la couleur est présente, mais il ne faut pas oublier que la couleur arrive techniquement à partir de 1907. La photographie a déjà plus de 50 ans. Hein. Donc ce sont les fameuses plaques des frères Lumière, les plaques autochromes. Les inventeurs du cinéma ont aussi été, on l'oublie, les inventeurs de la photographie couleur. Et puis, dans le rapport à l'art, c'est la photographie en noir et blanc qui s'est imposée très longtemps. Il a fallu attendre, aujourd'hui on pense à Martin Parr, aux grands photographes en couleur qui sont très célèbres, mais il a fallu attendre les années 1970-80 pour que le musée, et notamment les musées américains, présentent de la photographie couleur en tant qu'art. La photographie couleur, c'est la publicité, c'est la mode. Est-ce qu'il y a Monique? Oui, mais vous insistez beaucoup sur le fait que la photographie a été un accélérateur de l'art. C'est-à-dire qu'a induit une évolution artistique plus rapide ou différente jusqu'au moment où la photographie s'est elle-même réappropriée la création artistique au point d'être présentée dans des musées à côté de peinture. Donc comment s'est fait ce double mouvement d'accélération des évolutions artistiques et à partir de quand et de réappropriation C'est assez passionnant parce que c'est un double mouvement et un mouvement contradictoire. D'un côté, le mouvement le plus simple, la photographie se légitime tout doucement avec des grands noms, avec des expériences, avec des réussites esthétiques et peu à peu le musée, notamment les musées américains, dès la fin des années 30, commence à montrer de la photographie. Donc ça, c'est un mouvement naturel, on va dire, de maturation et de légitimation. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est la part maudite de l'histoire de l'art, de la photographie, les artistes s'en servent parce que ce n'est pas de l'art. Et notamment les artistes dada, Marcel Duchamp, Man Ray, qui disent, ben voilà, on va confier à la photographie tout ce que l'on ne veut plus faire, puisque le peintre est mort, la peinture est morte, donc faisons de la photographie. Et cette part maudite, je dirais cette dimension nihiliste, mais aussi cette aura du nihilisme dans l'art des avant-gardes, fait que peu à peu, alors qu'elle est là, au cœur de l'art, parce qu'elle n'est pas de l'art, pour nous, aujourd'hui, Man Ray est un immense photographe. Oui, c'est tout à fait passionnant. C'est drôle. Du nihilisme à la création, parce qu'en dépit de ce nihilisme, elle est devenue une puissance de création totalement. Et avec cette force de contestation aussi. Et en même temps, se développent les peintures de Braque, de Picasso, alors que les autres pensaient la mort de la peinture. Et parfois sont les mêmes. Oui, et parfois, comme vous dites, ce sont les mêmes. Diane de Cellier, vous êtes une familière de Bibliothèque Médicis depuis le début. En courage, l'éditrice qui a votre courage et en même temps votre imagination, votre persévérance, etc. Vous avez publié une quinzaine de textes qui font partie du patrimoine universel et vous les faites tout le temps illustrer par soit des peintres contemporains, Garouste, Palladino, ou alors Botticelli, etc. Est-ce que vous imaginez illustrer un grand texte par des photographes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne peux pas encore vous dire lequel, mais j'y travaille et je n'ai pas encore choisi le mariage entre le texte de la littérature et la photographie, mais bien sûr. Mais ce seront des photos faites pour illustrer tel ou tel? Oui, certainement. Certainement. Mais bon, ça fait un moment que j'y pense, mais ce n'est pas un projet qui est déjà abouti. Vous pouvez en parler avec Michel Poivert. Avec grand plaisir. Il vous aidera. À propos, vous savez faire des photos? Comme tout le monde. Pas plus?
Pas plus, mais Vous l'enseignez à la Sorbonne. Oui, on enseigne l'histoire, mais pas une histoire technique, effectivement, une histoire artistique et culturelle. Comme je dis souvent, on ne demande pas à mes collègues spécialistes de sculpture si le dimanche ils sculptent. Oui, mais ça nous rassure, hein, vous savez. Et une dernière remarque avant que vous interveniez peut-être dans la conversation, la technique. Elle offre aujourd'hui d'aller plus vite, plus fort que d'habitude, avec le numérique, etc. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Guénaud. Avec le film fait à partir de son propre téléphone. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que vous voyez comme tendance à venir de la photo personnelle, intime et d'art? Les deux aspects. Et si on part du socle qui est cette révolution technologique du numérique, en termes d'information, je crois que la révolution, on la vit maintenant, on est dedans, c'est-à-dire une diffusion à un instant T sur des médias qui sont des médias pas toujours officiels et pas toujours aussi professionnels. Donc, je dirais le photojournalisme citoyen, comme on l'appelle, ça je crois que c'est vraiment une tendance qui va se développer. La photographie intime, je crois qu'on confie de plus en plus tôt des appareils photo à nos enfants. Donc je pense qu'on aura dans les albums de famille des photographies faites par Pierre, 3 ans. Et non pas une photographie de Pierre, 3 ans. Je pense que ça va être tout à fait passionnant. Et avec un appareil qu'il aura bazardé très vite. Oui, mais pour lui, ça sera un appareil comme un autre, une petite chose. Oui. C'est une manière aussi de s'exprimer. Oui, vous, Jacqueline de Mornex, il y a des photos dans votre Lucien Lelong. Vous allez nous dire qui il est. C'est un de ceux qui ont été les grands créateurs de la haute couture, etc. Mais il y a des photos. Des photos inédites et très belles. Où vous les avez trouvées? Parce qu'elles ont également un sens. Oui, j'ai eu de la chance, voilà. C'est-à-dire que j'ai rencontré par une amie d'amis une femme qui avait eu en héritage près de 100 photos d'un des meilleurs mannequins de Lelong. À partir des années 20, années 30, c'était son amie aussi. Et elle m'a fait donc ce cadeau, c'était formidable. D'autre part, j'ai eu cette chance aussi de rencontrer une veuve la veuve de Lelong qui avait épousé le veuf de Colette, si vous voulez, au cours d'un déjeuner. Et elle m'a donné des documents sur son mari d'avant, qui était Lelong. Donc j'ai eu plein de photos comme ça par hasard. L'art de la photographie, ça c'est une brouette des surréalistes. Mais ça, est-ce que c'est une robe? C'est une photo de Man Ray, j'ai bien vu, mais est-ce que c'est une robe de Lelong? En tout cas, c'est donné comme ça par le responsable ou l'ayant droit de l'image. Je laisserai l'appréciation aux spécialistes de la mode. En tout cas, ce n'est pas très loin, esthétiquement parlant. Non, c'est une robe de Vionnet qui est souvent prise pour une robe de Lelong, parce que Lelong avait fait une robe du même style, c'est-à-dire plissée, avec des liens autour du cou. Mais la robe de Vionnet, on ne peut pas le voir, puisque c'est en noir et blanc, était dorée, et celle de Lelong était rose shocking. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un livre sur Man Ray où on cite robe de Lelong. Mais il y a une certaine ressemblance dans les drapés. J'y connais rien, mais enfin. Oui, mais c'était les années autour des années 35. Le drapé c'était toute l'époque néo-hellénique, si vous voulez, de la mode. Vous savez, mais Monique est une experte pour tout ce qui est la haute couture, les robes, les couleurs, la preuve. A beaucoup aimé, elle aussi, Lelong et ce qu'il a apporté. Vous le réhabilitez, Jacqueline de Mornex, et vous le faites en quelque sorte renaître. Vous avez de l'expérience, vous avez travaillé avec Hélène Gordon-Lazareff à l'époque, à l'Hebdomadaire Elle, à L'Oréal, vous avez toujours vécu avec la mode. Et donc Lucien Lelong, je ne vais pas dire que c'est un de ceux qui ont inventé la mode, vous me diriez non, mais un de ceux qui ont fait partie des grands de la haute couture. Absolument. Dans les années 20. Ah oui, c'était quelqu'un de très grand et on n'imagine pas aujourd'hui. Il faut lire les textes de l'époque, il faut feuilleter les vogues et vous voyez presque plus de parutions de Lelong que de Chanel. Et d'où il venait, lui? Il venait de la haute couture. Enfin, ses parents avaient une petite maison de couture, mais très chic. J'ai vu le papier à lettres. Alors c'est Lucien Lelong. Non, pas Lucien Lelong, mais établissement Lelong, robe, manteau et traîne de cour. Il fournissait les cours étrangères, voilà. Ils avaient une succursale à Londres. Et lui, il va exposer dans les années d'après-guerre, après la guerre de 14-18, dans les années 20. Il commençait en 14. Il allait faire sa première collection, mais c'était début août. Donc il a fait une vraie guerre. Il a fait une vraie guerre en première ligne. Oui, bon. Non, mais c'est d'après 20. Après 20, en rentrant, si vous voulez, il a repris l'affaire familiale. Il n'y avait plus d'argent. Mais il était très ambitieux. Il voulait, un jour ou l'autre, avoir 3000 ouvrières. Bon, il en a eu 2000, c'est déjà bien. Mais il s'est installé. Alors, il est parti donc de la place de la Madeleine où étaient ses parents. Il s'est installé en 24 avenue Matignon. Enfin, rue Matignon, ça s'appelait à ce moment-là.
C'était le chemin des plus grands. C'est ça. Le quartier de la mode changeait de quartier, si vous voulez, enfin changeait d'endroit. Et ça a été, et là, il a explosé à partir de 24. En feuilletant, je suis pas l'expert qui est Monique, mais en feuilletant, on voit bien que dans la silhouette de la femme, il y a une sorte de contemporanéité, c'est comme aujourd'hui. Et il y a en plus la simplicité. Il tient compte de l'émancipation des femmes après la guerre. Oui. Ça... Et en même temps, il sculpte les robes comme des sculptures. Des sculptures molles, si vous voulez, oui, mais c'est plus que ça d'ailleurs, parce qu'il les imaginait et il faisait des épures, il dessinait comme un ingénieur. Il voulait qu'elles soient aussi belles en mouvement qu'au repos. Et il disait, c'est vrai, les robes, on les fait sur des mannequins, ça veut dire ça bouge pas. Non, moi je les fais pour des femmes qui bougent. Effectivement, on n'a pas tellement l'occasion de voir des films et de voir comment les robes bougeaient. Mais il paraît que c'était son signe distinctif. Il a fait aussi un considérable travail sur les tissus, une façon de draper le tissu, de faire tomber le tissu, l'introduction du jersey aussi dans la haute couture, certains types de tissus particulièrement souples et très proches du corps de la femme, qui était tout à fait nouveau, mais cela a été aussi celui, sans doute, qui a eu pour la première fois l'idée d'une collection de prêt-à-porter, qui parallèle à une collection de haute couture. C'est-à-dire, il voyageait beaucoup, il devait parler très bien anglais, puisque pendant la guerre de 14, il renseignait un colonel anglais sur les mouvements des Allemands. Bon, il allait beaucoup aux États-Unis, il était souvent envoyé par le gouvernement français, et il a très vite compris que les Américains avaient un truc, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, en France, avec la confection, on faisait des vêtements assez corrects, mais qui n'avaient absolument rien de séduisant. Et là-bas, c'était fait à des milliers d'exemplaires et c'était bon. Donc, quand il est rentré dans ses voyages d'études, il a décidé qu'il allait faire sa première collection de prêt-à-porter des couturiers, en 1934. Mais il a fait les autres n'étaient pas contents. Toute la chaîne, si je puis dire, parce qu'il y a le vêtement, peut-être le prêt-à-porter, mais en même temps les accessoires, et ce qui m'a frappé, les parfums. C'est ça, mais là, c'était... Enfin, Poirel l'avait fait avant lui, si vous voulez, mais lui, il l'a fait vraiment en grand, on a un peu oublié. Son plus connu, c'est l'Indiscret. L'Indiscret en 1935. L'Indiscret de Lelong. Mais pour revenir à cette affaire de prêt-à-porter, c'est très intéressant puisqu'il appelle ça édition, comme un livre, avec une édition originale et des éditions. Mais ça n'a eu aucun succès. Non. Vous me donnez l'idée, Monique. Ça n'a eu aucun succès. Il était trop en avance sur son temps. Est-ce qu'il y a des épures de dessins, etc., comme Jean-Pierre Guénaud le montre avec les manuscrits des écrivains? J'aurais bien voulu les retrouver, mais il en parle dans une interview, mais je ne les ai jamais vus. Mais il disait que ça étonnait beaucoup les acheteurs américains. Il les avait affichés dans son studio, mais je les ai pas retrouvés. Oui. Mais alors, je découvre, c'est la simplicité, peut-être le sport. Vous dites le mouvement. C'est l'époque de Jean Cocteau, de Paul Morand, la vitesse, les femmes. Ça, Lui va triompher dans les années 30, en particulier grâce à sa femme, parce qu'il avait épousé en 27 la princesse Nathalie Palais, qui était une femme d'une beauté incroyable, et belle, grande, blonde. Oui, et elle est devenue son égérie, et en même temps, dans Vogue, elle apparaissait très souvent, habillée en Lelong, évidemment. Ah oui, la beauté, là, de cette photo. Elle épouse donc son créateur, et elle divorcera de lui 10 ans après, mais enfin bon, l'image ils se seront lancés l'un l'autre. Établie. Oui, il était déjà connu. Lui. Il était déjà connu, lui, oui. Alors, ce qui me frappe, vous dites, il est intemporel. Ah, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Ça veut dire, j'ai essayé je pense que il y a une différence entre l'histoire de la mode et la mode, si vous voulez. L'histoire de la mode, vraiment, ça épouse l'histoire. C'est vraiment des mouvements de fond. Maintenant, la mode dans elle, c'est quoi? C'est les tendances. Ça papillonne, bon, on capte semaine après semaine. Tandis que je pense qu'à côté de ces tendances, enfin, qui explosent et qu'on renouvelle ou il y a une dimension de la temporalité. Donc, quelquefois, on fait du Lelong sans le savoir. Si vous voulez. Bon. Dior, Balmain et Givenchy ont travaillé chez lui, il les a formés et ils ont... Enfin, ça a été du Lelong exalté, mais connu sous le nom de Dior. La première collection Dior, c'est 47, 3 ans après qu'il a quitté Lelong. Oui, Dior sort de chez lui. Allez-y, oui. Et Jacqueline de Morlex, vous montrez, comme dit Monique, qu'il a eu des héritiers. Oui. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les plus grands n'ont pas d'héritiers ou n'ont pas formé ceux, apparemment, qui seront demain les grands créateurs de la mode?
Mais ce sera demain, on ne sait pas, et puis on ne sait pas d'où ils sortiront. Non, ça, je pense que j'ai pas tellement réfléchi au futur de la mode, puisque je m'intéresse au passé, mais si vous voulez, je pense quand même ils auront des héritiers. Mais pour l'instant, on a l'impression, on a plus l'impression qu'ils travaillent sur le passé en faisant des citations, évidemment, tout ça détourné. Mais on n'a pas l'équivalent de Courrèges, si vous voulez. Pourquoi vous êtes intéressé à ce point? Parce que ça fait des années, avec une persévérance inouïe, vous avez cherché et parce que j'étais en colère, si vous voulez, qu'on me dise tout le temps, mais Lelon, vous comprenez, il n'est pas connu, donc il n'existe pas. Et j'ai prouvé dans ce livre qu'il a existé pour ses contemporains. La résurrection de Lelon grâce à Jacqueline de Mornex chez Gallimard. Voilà, allez, on vous met une médaille. Sandrine Retailleau. Alors, je disais que vous publiez chez La Martinière Corps et âme. C'est une vingtaine de sportifs. Comment vous les avez choisis? D'abord, pour ce qu'elles font, pour leurs résultats, pour le mouvement, pour leur silhouette, pour leur corps, pour leur force, pour la beauté qui se dégage des corps. Pourquoi? Je les ai choisis avant tout pour leur parcours et pour leur amour de leur discipline sportive. C'était vraiment le point de départ. Je voulais bien évidemment qu'il y ait une diversité dans les disciplines retracées, sans aller dans l'exhaustivité. Mais je voulais avant tout des parcours de femmes exceptionnels et des femmes qui avaient envie de révéler des faces d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas révélées jusqu'à présent. Donc chacune d'entre elles a une personnalité bien différente, un parcours, un lien avec le sport très différent. Et en même temps, il y a beaucoup de correspondance entre chacune d'elles. Oui. Et le sport les a façonnés. Le sport les a façonnés. C'est vraiment un livre qui parle d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour à chaque fois entre une femme et un sport. Et elles ont eu à chaque fois une révélation d'elles-mêmes au travers le sport. Et si elles ont, en fait, pour la plupart d'entre elles, pratiqué depuis des années la même discipline sportive, c'est que justement elles se construisaient au fur et à mesure au travers de ce sport. Elles ont parfois des points communs dans leur destin. L'exil, le hasard des pays, la migration, Eunice Barber par exemple et quelques autres. Oui, d'ailleurs c'est ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le point de départ, la rencontre, le coup de foudre. Et le point de départ peut varier d'une personne à l'autre, effectivement. Quelquefois c'est une souffrance, c'est un exil. Donc c'est très souvent un salut au travers de la performance sportive. Et puis quelquefois c'est aussi un hasard total. Donc une révélation totalement inattendue. Aya qui vous regarde, elle va tout à l'heure raconter sa propre histoire. Je trouve quelques exemples. Laure Cortellement, je la connaissais pas, qu'elle est danseuse, parce qu'elle dit que danser c'est vivre, se libérer, etc. C'est pas forcément la danse classique, c'est la danse, les danses. C'est les danses. Et Laure Courtellement, qui a un physique de petit rat de l'opéra, en fait, s'est orientée vers le hip-hop. Elle a recréé elle-même des danses qui ont en fait une gestuelle africaine. Elle a imaginé le raga-djem, donc elle a créé elle-même sa propre danse. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une des premières choses qu'elle m'a dit, quand je lui ai demandé ce que la danse signifiait pour elle, elle m'a dit avec beaucoup de vibrations, quand je danse, c'est comme si j'ouvrais ma peau. Et c'est ce genre de recueil de paroles qui m'intéressait justement, pouvoir comprendre ce qui se passait, la résonance entre leur corps et puis leur âme quand elles pratiquaient leur discipline. Et souvent elles disent le sport c'est un combat contre soi d'abord. Oui, je pense que... Et qu'elles mènent, à peu près toutes, elles le disent. Tout à fait. Et Aya pourra en parler encore mieux que moi, mais c'est vrai que c'est... un combat psychique, on a l'impression d'une exaltation de l'âme. Vous décrivez des gestes quand Laura Flessel baisse son masque avant de commencer le combat, ou quand vous traversez la salle avant d'atteindre le ring. Enfin, il y a des moments qui sont des moments de concentration extrême sur soi, des bouffées d'adrénaline, et où on accède à une autre dimension, là, une sorte de psychisme exalté. Oui. On parlait tout à l'heure d'état de grâce, mais je crois que c'est vraiment ce qu'elle recherche au travers du sport. Vous dites Malia Metella, qui est une nageuse, elle confie que quand elle va nager, la natation, c'est une rage qu'elle transmet à l'eau avant de se libérer, de se relâcher. Une rage. Et d'un seul coup, l'eau vibre, presque. Exactement. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs rendu par la photo avec Muriel. C'est ce moment de libération, de rage, de combat, et ensuite de plénitude. Ça, on trouve quelques exemples. On va encore en prendre un ou deux. Ingrid Moiti ou Wanda Nouri, qui a fait pendant 30 ans du rugby. Et puis un cas qui m'a frappé, Cynthia Compin. Elle est cycliste. Je connaissais son nom comme championne de France contre la montre. Elle a fait 2 fois le Tour de France. Et d'où elle vient? Elle est danseuse au Lido.
Parcours incroyable aussi. Et c'est vrai que c'était passionnant pour moi de comprendre pourquoi une danseuse au lido recherchait le combat, la lutte, parce que c'est un sport de souffrance aussi, le cyclisme. Qu'est-ce qui la faisait sortir d'elle-même, quel que soit le temps. Et c'est justement cette lutte contre l'adversité qui l'a révélée à elle-même. Elle s'imaginait absolument pas se découvrir au travers d'un tel sport. Et pour rien au monde, elle n'arrêterait le vélo aujourd'hui. Vous avez vu comment on a fait monter le suspense avant d'écouter Aya Sissoko. Vous, c'est la boxe. Vous avez commencé par la boxe française. Donc plus communément appelée la savate. Plus facile, la savate et la castagne. Hein, c'est les poings aussi. C'est les poings et les pieds. Et après, vous êtes passé à la boxe anglaise, la plus dure. Exactement. Oui, la plus dure. Oui. Et vous dites, on se bat toujours contre soi. Moi, mon pire ennemi, c'est ce que vous confiez à Sandrine, c'était moi. Oui. Oui, parce qu'avec les années, on apprend justement à contrôler son corps, à mettre son esprit à disposition de son corps pour être le plus efficace et le plus performant possible. Je veux dire, on dit souvent que pour un sportif, le mental a une part très très importante. Une part très importante, et avec les années de pratique justement on se rend compte que quand on doute, quand on a peur, etc., ça s'impacte directement sur le plaisir, sur la performance. À quel moment il y a le plaisir? Parce que est-ce que c'est de donner des coups ou d'en prendre? Dans l'absolu, je préfère en donner, je vous l'avoue. Et apparemment, c'est quelqu'un. Je suis allé vous voir dans la salle, vous vous entraîniez avec des garçons. Il y avait des garçons, hein. Et c'est toujours comme ça, avec des garçons. En tout cas, mon niveau de compétition, oui, ce sont des garçons. Mais la salle s'ouvre de plus en plus aux filles. Celui qui est votre à la fois parrain, protecteur, entraîneur, Jean Roche, avec qui on a parlé hier, il fait ça bénévolement. Vous êtes française d'origine malienne, vous habitez le 20e arrondissement, près de la rue Ménilmontant. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a l'école où vous avez grandi. Exactement, l'école primaire. L'école primaire et le club sportif en face où vous êtes devenue la championne que vous êtes. Mais comment c'est venu? À l'origine, on a commencé dans le préau de l'école. Donc, dans le préau. Tout simplement parce que mon prof de gym à l'époque proposait la discipline. Donc, j'ai commencé en même temps le tir à l'arc, le judo, le volleyball, etc. Donc, pour finalement... faire de la boxe. Et à partir de là, mais vous m'avez pas dit, c'est pour le donner des coups? Non, parce que tout jeune, ça commence vraiment, on apprend la discipline de manière très ludique, quoi. C'est toucher son partenaire, toucher son adversaire, etc. Donc effectivement, après, avec l'âge, on touche à un nouveau, plus durement, plus physiquement. Beaucoup, effectivement. Et Jean Roche, qui vous a entraîné, il m'a raconté que dans les premiers combats que vous avez menés dans la boxe anglaise, il avait à peine le temps de se retourner. En 30 secondes, l'adversaire était KO. C'est arrivé quelques fois. C'était mon premier combat. Et après, les autres ont redouté de se retrouver sur le ring face à vous. Mais je dois dire que vous faites la boxe et vous faites de la compétition en amateur. Effectivement. Donc j'ai une activité professionnelle à côté. Donc je suis comptable. Donc vous êtes comptable dans la journée. Voilà, le jour. Et la nuit, je revais mon habit de boxeuse. Tous les soirs, vous vous entraînez? En période de compétition, c'est tous les soirs, oui. Et vous entraînez des heures et des heures pour un combat qui dure combien? Là, étant donné que j'espère faire la transition entre justement l'amateurisme et le professionnalisme. Donc là, actuellement, c'était 3 fois 2 minutes, donc répété sur plusieurs combats dans la semaine. Puisque plus on passe les tours, plus effectivement, les combats s'enchaînent. Et par contre, en professionnel, ce sera 10 fois 2 minutes. Et donc, ça sera peut-être un combat par trimestre. À ce moment-là, vous gagnerez de l'argent. Si ça marche. C'est pas mon but. Je vous dis franchement, c'est pas mon but. Après, bien sûr, je ne cracherai pas dessus. Mais c'est-à-dire que vous avez vécu X années de jeunes, adolescentes, jeunes femmes, en sacrifiant presque tout à ce sport qui est une passion, comme dit Sandrine. C'est du plaisir. Pour rien. Pour du plaisir. Voilà. Mais c'est quoi le plaisir? De surmonter la souffrance, la peur de l'adversaire? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le plaisir de se connaître. Parce que, le plaisir de se connaître, de pouvoir contrôler son corps, pouvoir même contrôler son esprit, pour que justement tout s'enclenche à un moment bien précis. C'est le plaisir de passer la porte et je vois tous ces gens qui sont là dans la salle, puisque c'est aussi une famille. Oui, donc vous m'avez raconté que le moment de concentration, le moment le plus excitant,
Hein, c'est quand vous passez, racontez-le, du vestiaire au ring. Oui, quand le speaker nous appelle. Là, on sait que c'est à nous de démarrer. Et là, c'est vraiment la libération. Qu'est-ce qu'il dit, le speaker? Le speaker, les tireurs du coin rouge et du coin bleu sont amenés à monter sur le ring. Et là, effectivement, c'est la libération. On se dit, voilà, tous ces mois d'entraînement, ces semaines de sueur, voilà le résultat, on va le voir. Tant pis pour l'autre. Ou tant pis pour soi. De préférence. Si... Mais bon, après, c'est, la victoire, effectivement, c'est important. Mais bon, c'est vraiment cette mobilisation, du corps et de l'esprit. Enfin, je sais pas, c'est réussir à contrôler. Oui, c'est un moment absolu. Voilà. J'ai cru comprendre. Donner le meilleur de soi-même. C'est plus important que la victoire ou l'échec. Oui, mais elle préfère la victoire. Vous avez connu combien? Une défaite, deux? En anglaise, une défaite, oui. Une défaite. Et comment vous étiez après la défaite? Vous n'avez pas aimé? J'ai pas aimé, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. J'étais bien sûr déçue parce que, j'aime gagner. Enfin, que ce soit même dans la vie de tous les jours, j'aime bien mener à bout mes projets. Mais voilà, je me suis dit, voilà, il y a plus fort que toi. Maintenant, il va falloir travailler un peu plus pour. Alors, quand vous avez commencé ou recommencé la boxe anglaise, vous avez fait des combats en France, championne de France, dans la communauté européenne. Diane de Cellier, championne de la communauté européenne, championne d'Europe, championne du monde. C'est à New Delhi. À New Delhi. Et alors, vous avez ça, la ceinture. Allez, on vous a demandé de nous la montrer, parce que Monique voudrait avoir la ceinture d'or pour l'école normale supérieure. C'est une magnifique ceinture. Et ce qui est incroyable, c'est que Aya ne dit pas qu'elle a préparé ses championnats du monde pendant le Ramadan. Elle travaillait toute la journée et elle s'entraînait à jeun le soir et elle a gagné ses championnats du monde dans ces conditions-là. Pas moi, après, faut quand même le dire. C'est un détail. Mais à quel moment il stresse le stress, justement, c'est quelques heures qui précèdent le combat. Donc l'arrivée au stade ou au gymnase, la période justement d'échauffement. Donc là, effectivement, on sait qu'on est à quelques instants de l'échéance. Donc là, effectivement, il y a le trac, la peur de se dire que tout ce travail qui a été effectué en amont n'a pas porté ses fruits. Et voilà, c'est un tout. Et pourquoi tant d'efforts et de risques? Le plaisir, mais parce qu'on voit justement le côté violent du sport, mais la boxe c'est pas ça. J'aime à comparer la boxe à la danse, puisque on passe des heures et des heures à répéter les mêmes coups, parce que faut aussi savoir les éviter. C'est une répétition, le coup parfait, le placement parfait, le déplacement parfait, justement pour éviter de prendre des coups, puisque le but c'est d'en donner plus que l'autre. Et jusqu'à présent, la boxe vous a donné beaucoup de plaisir. J'aime encore ce sport puisque ça fait plus de 20 ans que je le pratique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le sport pratiqué comme ça dans les clubs de quartier, et je salue le 20e, mais il doit y avoir d'autres arrondissements dans Paris, d'autres dans des villes, sont aussi des facteurs où le sport est un facteur d'intégration? D'intégration, en tout cas dans notre club, ce que je trouve formidable, c'est que les catégories sociales se mélangent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des plus jeunes, donc les boxeurs commencent vers l'âge de 7-8 ans. Et donc ça va jusqu'à 50 ans. On a justement des photographes, des comédiens, des artistes, des professeurs d'école. Donc ça a une mixité, ça nous permet justement de sortir justement de ce côté un peu fermé, cité, classe populaire, etc., pour accéder à un autre niveau de connaissance ou voir côtoyer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de voir autrement. Qui veut l'interroger? Je voulais vous poser une question depuis un moment, puisqu'on parle beaucoup du travail sur soi, mais est-ce qu'on connaît l'autre? Est-ce que, comme dans beaucoup de sports, on étudie ceux avec qui on va se battre, en l'occurrence? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on peut même être ami avec son adversaire? Personnellement, je suis amie avec certaines de mes adversaires. Et effectivement, il y a toujours cette phase, justement, quand on arrive à une compétition d'observation de l'autre. On essaie de le jauger, de voir, effectivement, de déceler. Ça se fait vite, mais on essaie de déceler, justement, la petite faille. Est-ce qu'elle va baisser les yeux quand elle va rencontrer les miens? Voilà, il y a une petite phase d'observation, peut-être d'intimidation, mais bon. C'est vous qui avez confié à Sandrine, la boxe anglaise, c'est la guerre. Oui, parce que c'est clair que la boxe anglaise, l'aspect physique, l'intégrité physique est quand même mise à rude épreuve. Donc, l'adversaire qu'on a en face de soi, elle aussi, elle veut gagner. Donc, à partir de là, c'est quand même une forme de guerre mentale et physique qui se déroule entre quatre corps.
Voilà, bravo. Et en tout cas, quand vous aurez un peu de temps, vous pouvez regarder les livres. Il y a de très beaux textes, il y a de très belles photos. Et alors là, c'est exceptionnel. Hein, Diane de Célier, je disais que vous venez régulièrement parce que chaque année, vous créez, vous produisez des œuvres qui sont, à mon avis, qui resteront comme des classiques. Je ne veux pas donner l'impression de faire du baratin. Cette fois, vous êtes allé chercher un texte de la littérature japonaise qui est un des premiers romans, un des plus anciens, le dit du Genji. Et alors, il y a quelqu'un ici qui a adoré, qui est passionné, qui ne parle presque que de ça, Monique Canto. Monique, qu'est-ce qui vous a frappé dans le dit du Genji que Diane a édité et publié dans ce coffret magnifique? Bien, c'est d'abord l'extraordinaire proximité de ce texte qui appartient à une culture dont nous ne sommes en rien les héritiers, dont l'intrigue se déroule en l'an 1000, c'est-à-dire il y a donc plus de 1000 ans, et dans un monde de codes, de protocoles, de rites sociaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons. Et il est vraiment frappant de voir à quel point on ressent une palpitation psychologique, une finesse dans la description des sentiments qui est tout à fait exceptionnelle. Alors à quoi est-ce dû, Alors je pense que c'est dû parce que qu'on soit à 10 000 kilomètres d'ici ou à 1000 ans d'écart, les sentiments, l'homme et la femme demeurent et restent les mêmes, et ils reconnaissent de la même façon les passions, la jalousie, l'amour, l'attente, l'amitié, enfin tous les sentiments que l'on peut appeler humains. Ce qui est tout à fait exceptionnel dans ce roman, qui est considéré comme le premier roman au monde, et le premier roman surtout psychologique, c'est qu'il y a une construction du récit et une construction psychologique dans la description des personnages et de leurs sentiments sans précédent. Quand vous regardez le Moyen-Âge en France, Christine de Pisan et les autres femmes, parce que c'est important de préciser que c'est une femme qui a écrit ce livre, vous vous rendez compte que le Japon avait une très très grande avance sur nous. Elle vivait à la cour, elle faisait partie de la cour impériale qu'elle observait. Et donc, ce qu'elle va raconter, si j'ai bien compris, sur 70 ans, plusieurs générations. Alors, elle va le raconter sur plusieurs générations, sur en fait 4 générations, à peu près 75 ans. Et c'est une femme qui a eu énormément de chance parce que normalement les femmes n'apprenaient pas les caractères kanji, les idéogrammes kanji, qui étaient une langue dérivant du chinois, réservée aux hommes. Elles étaient élevées avec une langue qui s'appelle le kana. Et en fait, elle, grâce à son père qui faisait partie de la famille des Fujiwara, elle a pu accéder à ces textes et aussi à tous les textes du bouddhisme. Et donc acquérir une très très grande culture. Et puis cette finesse d'observation qu'elle retranscrit aussi bien dans son journal, il y a un journal très célèbre qu'elle a écrit, et dans ce fameux roman. De 1260 pages. C'est-à-dire que dans l'édition remarquable qui a été publiée aux Presses orientalistes de France, il fait près de 2000 pages, dans la traduction de René Siffert, qui est une traduction tout à fait remarquable et que nous reprenons ici. Avec des dessins, des peintures venant du pays même. Voilà, alors ça c'est l'apport véritable de cette édition-ci. Donc on reprend l'intégralité du texte de René Siffert, mais on l'accompagne de 520 peintures entre le XIIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire les peintures les plus anciennes, qui sont les peintures narratives illustrant le dit du Genji, qui était vraiment le livre fondateur, le roman fondateur du Japon et de la culture japonaise, et on va jusqu'au XVIIe siècle. Vous aimez enquêter longtemps avant, comment vous avez découvert ces milliers de peintures, même si vous en avez choisi 400 ou 500. Oui, on en a identifié près de 3000 pour en sélectionner les 500 plus belles, mais c'est un travail très long, un travail d'enquête aussi bien au Japon qu'aux États-Unis qu'en Europe, et un travail qui part vraiment dans toutes les directions. Alors on a été aidé pour cela par Estelle Legeri-Bauer qui a écrit, et ça c'est à souligner, elle a écrit 500 commentaires pour chacune des œuvres présentées dans l'ouvrage. Elle-même est maître de conférences à l'INALCO, spécialisée pour la narrature japonaise, et pour chaque œuvre présentée, elle va expliquer le lien avec le récit, le lien formel, qu'est-ce que cela apporte au niveau de la peinture, la lecture, la perspective, les couleurs, la composition de l'image, et également faire le lien avec tout ce qui est la symbolique, par exemple, pourquoi tel arbre pour accompagner tel sentiment, ou telle veine de canard pour marquer telle émotion, et aussi les aspects de la religion et tous les aspects qui l'accompagnent. Et c'est absolument indispensable pour suivre et comprendre une civilisation qui est loin de nous. Et alors il y a la nature, les sentiments, et en même temps ce qu'elle observe de la vie de Genji.
Voilà. Et le prince, voilà, le prince qu'on appelle le prince Genji, qui est surnommé aussi le prince radieux, c'est un homme qui est passionné par les femmes, passionné par la beauté, passionné par la culture, et donc il consacre sa vie à exercer des fonctions administratives au sein de la cour, mais surtout à rechercher la femme idéale, qu'il rencontrera chez une jeune fille, une petite fille de 10 ans, Murasaki, qui donnera son nom à l'auteur, et qui ressemble à sa belle-mère dont il a été éperdument amoureux, et qui elle-même ressemblait à sa mère décédée très jeune. Il ne la trouvera pas tout de suite. C'est toute sa quête. C'est toute sa quête. Alors même quand il l'aura trouvée et qu'il la formera pour devenir cette femme idéale, il continuera à avoir des relations et à faire des rencontres avec des femmes de tous les milieux et de tous les genres, et auxquelles il restera à sa façon fidèle. Quand il la découvre et qu'elle a 10 ans, il attend qu'elle ait un peu plus d'années. Non, il la kidnappe. Enfin, il l'enlève, disons. Oh là, il l'enlève à sa... en prison aujourd'hui, Il l'enlève à sa famille et il l'élève et il lui donne l'éducation dont elle a besoin. Il joue à la poupée avec elle. Enfin, au début, cela commence très sagement. Et quand elle a l'âge de devenir sa femme, il va en faire sa femme, ce qui va beaucoup, évidemment, bouleverser la petite fille, mais qui deviendra, ils deviendront tous les deux un couple très uni et qui franchiront tous les obstacles de la vie ensemble. Et on voit tous les personnages, on en parlait avec Monique tout à l'heure, qui sont dans la cour et que Murasaki, l'auteur, côtoie. Et on voit la vie de la cour, les jalousies, les rivalités, les amours, n'est-ce pas Monique? La description des sentiments de jalousie est extrêmement fine, puisque Murasaki est très attachée au prince Genji, mais en même temps, elle redoute qu'il n'établisse une autre épouse principale qu'elle. Et la délicatesse de la description des sentiments de jalousie est étonnante. Mais le Genji, dans cette quête de la femme, se dirige vers une sorte de perfection de lui-même aussi. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, dans cette quête de perfection et aussi dans cette quête amoureuse des hommes comme des femmes, parce qu'ils passent énormément de temps à se côtoyer, il faut se rendre compte que les codes sont extrêmement différents de ceux que nous connaissons. Une femme n'était vue que par son père et plus tard par son mari. Donc une rencontre entre un homme et une femme se faisait par la réputation de la femme, par toute une série d'idées finalement aussi bien esthétiques qu'émotives, mais qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Nous parlions du corps et du nu tout à l'heure. On ne parle absolument pas de nudité. Les femmes sont toujours recouvertes de plusieurs épaisseurs de kimono, et la beauté, c'est de voir la manche dépasser avec les différentes épaisseurs qui se succèdent et les différentes couleurs. Et une femme qui laisse échapper le bas de sa robe suscite immédiatement des sentiments de passion terrible. Et les estampes japonaises, elles viennent d'où? Elles arrivent plus tard, elles arrivent au 19e siècle, et on s'est arrêté bien avant. Mais là, à l'époque du Genji, non. Non. Elles sont toutes couvertes. Oui. De même, le mariage n'a aucune signification ni religieuse, ni même juridique. Non, alors il y a des mariages sociaux, le fait d'avoir passé quelques nuits ensemble. Donc, 3 nuits, et la 3e nuit, on mange des gâteaux ensemble, préparés par la belle famille. Mais rien que de franchir le paravent ou le rideau portatif qui sépare un homme d'une femme, si l'homme franchit ce rideau sans l'autorisation de la femme, c'est une forme de viol. Oui, oui. Et il faut le faire avec le consentement de la famille. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a énormément de liberté, et de la part des hommes et de la part des femmes, mais en même temps, cette liberté n'empêche pas tous ces sentiments, effectivement, de jalousie. Mais c'est une civilisation très esthétique. Il y a avant tout une recherche esthétique, et c'est là où l'apport de l'iconographie est extrêmement intéressante, parce qu'elle met perpétuellement en rapport et en évidence l'émotion, la sensibilité, l'esthétisme qu'il y a dans le récit et en même temps dans l'image. On peut le lire aujourd'hui? Entre nous, Diane de Je vais vous dire, demandez à Monique qui a été passionnée par cette lecture. Moi, je l'ai lu moi-même 3 fois parce que je travaille, donc je les lis. C'est des moments d'émotion très très intenses, mais il faut du temps pour le lire. Si on n'a pas du temps et qu'on essaye de le lire comme ça entre deux portes, c'est difficile. Il faut vraiment se laisser imprégner. Il y a d'ailleurs une phrase très caractéristique du Japon qui est le mono no aware, qui veut dire la tristesse inhérente à la beauté des choses fragiles. C'est tout cette espèce d'état flottant, qui sera d'ailleurs le titre du dernier chapitre, Le plan flottant des choses, qui fait que le lecteur est mis dans une espèce d'état flottant, de grâce, d'attente, auquel il peut se rendre disponible. Ici, à Bibliothèque Médicis, nous savons prendre le temps, et puis d'ailleurs, chacun de vous, pour la photo, pour l'entraînement du sport, pour l'écriture, pour la réflexion philosophique, après son temps. Mais c'est vrai que c'est très loin des mangas, heureusement. C'est très loin des mangas, mais on peut presque dire que c'est aussi à l'origine des mangas, parce que dans une même image, vous allez avoir plusieurs scènes
aussi le Japon moderne, passé. Oui, Jean-Pierre Guénon. Vous avez eu l'art dans cette émission de marier le corps et l'esprit, les fulgurations du corps, les fulgurations de l'âme. Il y a une chose qu'il faut citer à propos de ce livre, ce sont les calligraphies, parce que la calligraphie, ces caractères kana qui sont magnifiques, c'est un peu le mariage du souffle, de l'âme, de l'esprit, du corps. C'est une synthèse absolue et je crois que ça vient synthétiser tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais si vous fermez le livre, d'ailleurs, vous verrez, si vous pouvez fermer le volume, vous verrez que nous avons mis là une calligraphie. C'est quelque chose que nous n'avions jamais fait avant, d'imprimer sur de la soie synthétique, une image. Et c'est une page de calligraphie d'un manuscrit du XVIIe siècle. Diane de Cellier, vous publiez aussi un livret de 64 pages pour donner toutes les clés du Junji et accompagner avec le texte de la scientifique. Et je crois que c'est une très très grande aide de lecture. Et vous avez sans doute raison, parce que le dit du Junji sera, je pense, en 2008 à la mode. En fait, son millénaire au Japon, aux États-Unis et j'espère en France également. Oui, absolument. Et dans le monde entier. Et en France, l'an prochain, nous allons célébrer les 150 ans de nos relations particulières entre la France et le Japon. Absolument. Voilà. Chaque année, vous nous confiez avant de partir sur quoi vous travaillez en 2009, 2010, 2012. Oui. Je peux vous confier, mais hors antenne, 2008, 2009 et 2010. Ah non, ici, il n'y a pas de secret. Alors, disons 2009. Non, je ne les confie pas devant pas officiellement comme ça. Mais quoi? Pourquoi? Je vais vous dire 2008, parce que ça vient avant, ce sera un livre sur l'impressionnisme. Ouais. Les Indiens, il faut qu'ils attendent. Les Indiens, ils attendent 2010. Oui, il faut que je vous dise, pas le Mahabharata. Non, l'autre, son petit voyez, frère. On avance. Et vous diffusez les fables de La Fontaine, illustrées par Ourdi, les contes qui étaient censurés à l'époque parce qu'ils étaient licencieux, illustrés par Fragonard. Ça aussi, c'est magnifique. Et puis j'ajoute qu'à la Comédie Française, on reprend le spectacle sur les fables de La Fontaine, qui était un magnifique spectacle monté par Robert Wilson. Bob Wilson. C'est exceptionnel, c'est vrai. Est-ce qu'on a tout dit? Non, on voudrait encore parler longtemps, mais on ne peut pas. Tous ces livres, je pense qu'ils reflètent notre époque, les années 2007-2008. Ils ont donc leur place, abondamment leur place, dans Bibliothèque Médicis, l'émission réalisée par Philippe Lallemand, avec Anne-Marie Moreau qui m'a beaucoup aidé, Françoise Mananti, Marie-Madeleine Rigopoulos. Vous retrouvez Bibliothèque Médicis sur le site, je vais essayer de bien le dire, www.publicsena.fr, les émissions en vidéo avec toutes les références citées. Bon, écoutez, après une émission comme ça, on peut vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et surtout un grand plaisir à lire ces livres magnifiques choisis parmi ceux qui ont été publiés. Encore une fois, je salue tous les éditeurs français qui ont le courage de publier, d'éditer ces merveilles avec tous les risques qu'on peut imaginer. Merci à vous tous, merci d'être aussi nombreux et fidèles à Bibliothèque Médicis. Bonne année, à bientôt.